Le monde de la batterie électrique a tremblé le week-end dernier avec l'annonce de Stellantis de revoir à la baisse son investissement dans les véhicules électriques. Alors quel sera l'impact de la décision du constructeur automobile sur la vallée de la batterie dans les Hauts-de-France? Le véhicule électrique reste-t-il la solution de décarbonation automobile? Et comment faire pour le maintenir dans la course auprès des consommateurs? En clair, quel avenir pour la vallée de la batterie et les voitures électriques? Voilà les grandes questions qui seront abordées durant ce nouveau débat proposé par la Voix du Nord et la radio RCF Hauts-de-France dans le cadre de votre émission écologique Comme une planète, un magazine préparé avec vous, Raphaël Remande, journaliste à la Voix du Nord. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Et nous sommes ravis d'accueillir nos deux invités dans les studios lillois de RCF. Yann Vincent, directeur général de ACC, l'une des gigafactories de la vallée de la batterie, basée à Billy-Berclos dans le Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Et Aurélien Bigot, chercheur indépendant de la chaire Énergie et Prospérité sur les questions de transport et de transition énergétique basée à Amiens. Bonjour. Bonjour. Avant de démarrer nos échanges, Raphaël, expliquez-nous les enjeux liés au développement des véhicules électriques dans la région. Oui, imaginez, ça y est, votre voiture a dépassé les 200 000 km, c'est mon cas d'ailleurs, c'est l'heure d'investir et de là, la question voiture électrique ou pas. Alors en tant que consommateur, il y a la question économique bien sûr, mais aussi écologique. Est-ce un bon pari sur l'avenir? Le secteur des transports, on le sait, représente environ un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Passer à l'électrique est donc perçu par beaucoup comme la transition incontournable. Le véhicule électrique bat le thermique en termes d'empreinte carbone des 30 000 à 50 000 km. Or, notre région, bassin historique de l'industrie automobile, est pionnière dans la production de batteries. Il existe à ce jour 3 gigafactories, ce sont ces immenses usines qui produisent des batteries dans le Nord-Pas-de-Calais, ACC à Billy-Berclos, AESH près de Douai et Vercors à Dunkerque. Et la première pierre d'une 4e usine Prologium a été posée cette semaine. Le tout formant ce qu'on appelle la vallée de la batterie. Nous sommes le territoire en Europe qui concentre le plus ces usines pour mieux concurrencer l'Asie. Alors c'est une bonne nouvelle sur le front de l'emploi et pour le développement du territoire, mais qu'en est-il de la question de l'environnement? Faut-il miser sur le tout électrique pour le bien de la planète? Quid des questions de ressources, de recyclage de batteries, mais aussi de mobilité? Et la dernière annonce du constructeur Stellantis de revoir sa stratégie peut-elle être un frein au développement de la vallée de la batterie? On en parle donc avec vous, Yann Vincent. On va d'ailleurs commencer avec vous pour revenir sur l'actualité récente. Ah oui, parce qu'un de vos actionnaires, bien sûr, c'est Stellantis, aux côtés de Mercedes et Total Energy. Stellantis a annoncé le 6 février renoncer à l'ouverture de 2 autres usines de batteries en Italie et en Allemagne. En cause, je cite, le coût d'avoir surestimé le rythme de la transition énergétique, a expliqué Antonio Fila, directeur général de Stellantis. Alors, en quoi ce surcoût de 22 milliards d'euros est-il lié notamment à la montée en puissance plutôt plus difficile que prévu d'ACC dans la fabrication des batteries? Alors, plusieurs questions dans votre question. D'abord, le contenu des 22 milliards de provisions qui ont été annoncés par Stellantis ne concerne pas que l'activité électrique en Europe, quoi. Je dirais que le principal facteur, c'est quand même les perspectives à moyen terme en Amérique du Nord qui sont extrêmement négatives. Bon. Une fois qu'on a dit ça, sur l'Europe et donc sur notre propre activité, je dirais que on sait depuis un bout de temps que la croissance du véhicule électrique, du marché du véhicule électrique, va être plus lente que ce que l'on avait imaginé il y a quelques mois, quelques années. Beaucoup plus lente, et je pense qu'on y reviendra par la suite, beaucoup plus lente pour des raisons de coût du véhicule électrique qui est encore élevé, pour des raisons d'appréhension sur l'usage, est-ce que je vais être en capacité de me recharger facilement, etc., qui vont disparaître dans le temps. C'est cette vision d'une croissance moindre que ce que l'on avait imaginé nous a effectivement conduit à stopper nos projets en Allemagne et en Italie parce que ce sont des investissements qui sont colossaux et investir dans une capacité industrielle trop tôt ou pire, qui va être inutilisée, ce serait une bêtise. Dernier point qui faisait partie de votre question, c'est effectivement
une montée en cadence qui est compliquée. Oui, parce que c'est une question de volume, Voilà. de prix aussi. Voilà. Et donc, elle est compliquée parce que c'est un procédé de fabrication qui est extrêmement compliqué et qui est euh, très instable, je dirais. Alors Beaucoup justement, de chimie. expliquez-nous là concrètement, en quoi c'est plus compliqué que prévu? Écoutez, on fait de la chimie. Pour fabriquer les électrodes, on a besoin de passer par de la chimie. On fait un mélange, quoi. Écoutez, je vais prendre une image qui est un petit peu caricaturale, qui est très caricaturale, mais c'est comme faire de la pâte à crêpes, quoi. Il y a des fois, vous la réussissez sans problème, quoi. Et puis, il y a d'autres fois, vous avez des grumeaux et ça marche pas, quoi. Bon. Au bout d'un certain temps, j'imagine que les restaurants de crêpes réussissent à tous les coups parce qu'ils ont acquis cette expérience. Bon, nous, c'est ce que l'on est en train d'acquérir, quoi. Parce que pour parler de chiffres, votre objectif, c'était d'équiper 250 000 À véhicules pleine par capacité. an. À pleine Où est-ce que capacité. vous en êtes On aujourd'hui? est très en deçà. On Et est pourquoi très en deçà. On est très en deçà parce que en fait, la difficulté du procédé de fabrication peut se traduire par des rebuts élevés. Bon. Et donc, on essaye de gérer au mieux notre cash. Et donc, on limite pour l'instant le volume produit de manière à pouvoir réduire significativement les rebuts et à ce moment-là monter, quoi. On est à un point aujourd'hui où on est presque prêt à monter parce que notre niveau de rebut arrive à un niveau qui est acceptable. Pas satisfaisant, mais acceptable. Dans la presse spécialisée, il y a quand même une question qui revient souvent, c'est: vos actionnaires vont-ils poursuivre leur soutien financier? Je pense qu'il faut leur poser la question. C'est à eux, c'est pas à moi. Au-delà de ce qu'ils peuvent avoir dans la tête et avec lesquels et sujets sur lesquels je discute régulièrement avec eux, moi je m'attache aux faits, quoi. Les faits, quels sont-ils? On a de plus en plus de personnes de Stellantis qui sont chez nous pour nous aider dans cette montée en cadence. Deuxièmement, à la fin de l'année dernière, Stellantis et Mercedes nous ont garanti auprès des banques un prêt de 845 millions d'euros qui est à échéance dans 3 ans. Enfin, il y a un plan de financement où ils apportent un peu de capital additionnel et puis des avances sur paiement qui a été établi en mai de l'année dernière et qu'ils respectent strictement, quoi. Donc les faits parlent et les faits sont ceux-là. Ensuite, qu'ils mettent de la pression pour que l'on améliore notre performance, pour qu'on les livre, pour que ce soit moins cher, ça, c'est tout aussi réel. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez les rassurer, ainsi que les consommateurs? Vous êtes confiants dans dans cette montée en cadence? Les rassurer, ça sera avec les faits. C'est-à-dire que produire de plus en plus chaque jour, et de ce point de vue-là, on a fait un mois de janvier qui était... on a fait plus 40% par rapport au meilleur mois de l'année 2025. Notre taux de rebut baisse. Donc on va les rassurer par des faits. Mais le point qui est fondamental, c'est que on discute beaucoup aussi avec des Asiatiques qui ont commencé il y a 15 ans, 20 ans, et qui nous disent tous, bon, petit 1, les problèmes que vous rencontrez, on les a rencontrés de la même manière. Simplement, on a appris, ça nous a pris du temps, à nous aussi, mais on a appris. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et deuxièmement, les procédés de fabrication, les machines que vous avez, c'est ce qu'il faut pour les produire, quoi. Donc, il y a à apprendre. Simplement, on crée cette industrie en Europe. Et donc, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que il faut que l'on soit résilient. Il faut pas nous... Enfin, je préférerais que ça monte plus vite, évidemment, hein. Je préférerais qu'on ait des résultats positifs plus rapidement. Ça prend plus de temps. C'est une industrie qui est nouvelle en Europe. Voilà. Alors, on va écouter d'abord Marine Hodge, qui est chargée de projet de matériaux critiques et recyclage dans l'industrie automobile. Elle est rattachée à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Elle réagissait à l'annonce de Stellantis. Et puis ensuite, Aurélien Bigot, on vous fait réagir également. Donc ce projet industriel, effectivement, en fait, on a des difficultés, mais ça peut aussi, enfin, c'est un défi à relever, c'est un challenge qui,
au fond, peut aussi être enthousiasmant. La batterie, c'est la technologie centrale de la décarbonation du transport routier. Ça va permettre de préserver un tissu industriel et social fort. Et ensuite, ces véhicules électriques, ils vont émettre 4 fois moins de gaz à effet de serre sur leur cycle de vie qu'un équivalent thermique. Donc ça, c'est crucial pour remplir nos objectifs climatiques. La question, c'est pas est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut passer au véhicule électrique ou est-ce qu'il faut des gigafactories, mais c'est plutôt comment on peut atténuer leurs impacts au maximum, comment on peut pour ceux qui ne peuvent pas se passer de véhicules, proposer une offre avec des plus petites batteries et comment on peut faire en sorte que cette filière, à la fois du recyclage, mais aussi de la réparabilité, par exemple, elle se structure. Alors Aurélien Bigot, est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Hoch qu'on vient d'entendre? Est-ce que pour vous, oui, la question de la voiture électrique ne se pose pas? Alors disons que d'un point de vue technologique, elle se pose plus vraiment sur le fait que ce sera la technologie d'avenir sur les voitures notamment, mais même plus globalement sur les transports routiers. Il y a encore quelques années, il y avait un petit peu un doute ou une compétition entre différentes énergies pour savoir laquelle allait dominer. Est-ce qu'il y allait y avoir un partage entre différentes énergies qui allaient se côtoyer quelque part dans le mix énergétique des voitures? Désormais, on sait que ce sera l'électrique qui sera vraiment la motorisation très largement dominante. Après, il y a des questions de rythme, en effet, c'est beaucoup ça qui est actuellement en question avec la réglementation européenne, certaines flexibilités qui ont été mises en place, qui ne remettent pas en question le virage vers l'électrique ou la transition vers l'électrique, mais plutôt son rythme et à quel point bien, il y a un peu de flexibilité, soit sur d'autres types de motorisation ou sur d'autres types de leviers pour atteindre les objectifs fixés. Mais en tout cas, ça a été dit, c'est en effet l'électrique est de l'ordre de 2 à 5 fois moins émetteur sur son cycle de vie. C'est un peu plus à la production en lien avec la fabrication des batteries. Mais après, les émissions sont tellement faibles à l'usage qu'il y a vraiment un vrai intérêt climatique. Et même, ce sera indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques d'électrifier assez massivement les voitures et les transports routiers. Oui, vous parliez de l'Europe parce qu'il était prévu qu'en 2035, il ne soit plus possible de vendre des véhicules thermiques. Quel message vous aimeriez passer, alors d'ailleurs, tous les deux, au pouvoir public et notamment à l'Europe? Bien, quelque part, à la fois, il y avait une forte pression sur la Commission européenne, sur l'Union européenne, sur le fait d'amener des flexibilités pour atteindre les objectifs. Donc, parmi les options qui se présentaient à la Commission européenne, les flexibilités ont été relativement limitées. C'est-à-dire que, dans un sens, comme je l'évoquais, la transition, l'horizon vers l'électrification reste toujours là et il faudra que les constructeurs électrifient massivement, y compris pour atteindre les nouveaux objectifs qui sont fixés. Après, la difficulté, c'est quel signal ça envoie au marché, quelque part, à quel point ça rajoute presque de l'incertitude, à la fois pour le secteur automobile, pour les gigafactories aussi, de savoir mais à quel point, en fait, ces objectifs qui ont été fixés, qui donnaient un signal très clair pour le coup, à quel point, du coup, ça vient amener de l'incertitude sur certains investissements, à la fois pour la décarbonation de la voiture, mais aussi on peut même penser pour d'autres secteurs, de se dire finalement, quand il y a des pressions des industriels, eh bien, il peut y avoir des retours en arrière sur certaines politiques environnementales, ce qu'on voit malheureusement au niveau européen, au niveau français. Le fait, en tout cas, de garder un signal clair et le besoin, en tout cas, de montrer vraiment cette voie d'un point de vue à la fois environnemental, mais aussi industriel et puis géopolitique et puis de concurrence avec les autres acteurs de l'automobile, malgré tout, c'est quelque chose d'important. Et en tout cas, le message, pour moi, c'est que c'est toujours l'électrique qui va dominer à l'avenir. Voilà, après, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que la mise en œuvre se fasse au bon rythme et avec les bons besoins d'accompagnement qu'il y a pour les différents acteurs. Mais votre regard juste sur cette vallée de la batterie et ce qui se passe là aujourd'hui quand même sur ces incertitudes. Ouais, sur la vallée de la batterie, en tout cas, c'est vrai qu'on a une grosse concentration dans les Hauts-de-France, de manière générale, et notamment dans cette vallée de la batterie d'usines. Après, si jamais la demande suit suffisamment, et il y a malgré tout, sur les principaux marchés européens actuellement, les ventes de voitures électriques sont en croissance. Alors, pas forcément aussi rapidement que ce qu'on avait pu anticiper. En effet, il y a 2, 3, 4 ans, par exemple,
Stellantis avait fixé un objectif de 100% de véhicules électriques en 2030, donc il y avait presque de l'avance sur l'objectif fixé par l'Union européenne. Mais certes, ce ne sera pas aussi rapide que ça, donc forcément, il y a des choix stratégiques qui sont un peu revus, mais malgré tout, voilà, cet horizon vers l'électrique reste là. Il y a besoin aussi pour les gigafactories de monter progressivement en cadence dans la production. Les usines aussi peuvent rajouter rajoutent des tranches au fur et à mesure de production, au fur et à mesure de la montée en puissance aussi des besoins. Donc en tout cas, les projets gardent toute leur pertinence Donc, si vous êtes plutôt c'est confiant. ça en tout cas la question. Alors, vous le dites, les voitures électriques constituent des avancées majeures, mais il reste pas mal d'idées reçues. Alors, notamment cette idée qu'il faut que le véhicule électrique roule longtemps pour être pertinent d'un point de vue environnemental. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, comme ça a été évoqué, sur l'ensemble du cycle de vie, les intérêts sont très clairs. Une division par 2 à 5, voilà, selon exactement quelles hypothèses on prend, etc. Ou l'autre chiffre qui a été cité aussi, qui est tout à fait valable aussi en introduction, c'est qu'à partir de 30 à 50 000 km en France, d'un point de vue du bilan carbone de la voiture, l'électrique devient plus favorable que la voiture thermique. Et en l'occurrence, la durée de vie d'une voiture, c'est autour des 200 000 km. Donc ça veut dire que, en fait, pour l'immense majorité des voitures, l'électrique est bénéfique. Et il y a souvent ce questionnement de savoir est-ce que finalement il faut mettre de côté l'ancienne voiture thermique ou bien prolonger sa durée de vie. Quelque part, la grosse différence d'un point de vue environnemental entre la voiture thermique et la voiture électrique, c'est aussi que pour la voiture thermique, les principaux impacts sont à l'usage de ce véhicule-là. C'est-à-dire que prolonger le plus longtemps possible les usages des véhicules thermiques, quelque part, c'est prolonger encore leurs principaux impacts environnementaux. Donc on n'a pas vraiment intérêt à aller dans ce sens-là, alors qu'au contraire, du point de vue de la voiture électrique, les principaux impacts sont à la production. Et donc cette fois-ci, une fois que la voiture est produite, il faut vraiment la faire rouler la plus longtemps possible et vraiment être dans cette logique de kilométrage important pour amortir son coût à la production. Comme une planète, une émission de RCF Hauts-de-France en partenariat avec La Voix du Nord. Anne-Henri, Raphaël Remande. Alors, on va évoquer les limites du modèle électrique, aussi bien au niveau des gigafactories que des véhicules électriques. On écoute tout de suite Nicolas Fournier, président de l'association environnementale Adelpha à Dunkerque, et puis ensuite on se tournera vers vous, Yann Vincent. Là, on va avoir une demande électrique qui va se renforcer. Et alors, on nous a bien parlé des projets d'EPR sur Gravelines, mais vu le calendrier, ces réacteurs 2, dans le meilleur des cas, ne commenceraient à ne produire de l'électricité en masse qu'au début des années 2040. Donc, comment on va faire pendant toute la décennie 2030 pour assurer l'approvisionnement à la fois de ces gigafactories, mais pas que, puisqu'il y a aussi ArcelorMittal qui doit se décarboner et qui, là aussi, aura une demande électrique forte. Donc, sur notre territoire, si vous voulez, on se demande bien comment on va pouvoir répondre à cette demande électrique pour assurer les besoins en énergie de ces industries décarbonées. Yann Vincent, je rappelle, vous êtes le directeur général d'ACC, une des gigafactories de la vallée de la batterie dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, a-t-on les moyens de nos ambitions ? Comment vous accompagnez ces besoins futurs en électricité ? Alors, la question est bonne, puisque effectivement, on est un très gros consommateur d'électricité. Lorsque l'on aura terminé notre implantation, avec une capacité de production de 40 gigawattheures, on consomme en électricité à peu près autant que la ville de Marseille pour l'usage privé. Bon, on met de côté l'usage professionnel. Donc c'est évidemment considérable. Par rapport à l'intervention précédente, est-ce que finalement la capacité dans les Hauts-de-France suffit ? Je dirais, j'ai la faiblesse de penser que oui, dès lors qu'on continue à chercher à attirer des data centers, par exemple, qui sont des gros consommateurs d'électricité, dès lors qu'effectivement on a Prologium, Vercor et nous-mêmes. Au-delà de cela, est-ce que que faisons-nous pour arriver à réduire cette consommation ? On travaille évidemment sur on a intérêt à réduire notre propre consommation. Alors, est-ce qu'on va passer d'une ville de Marseille à une toute petite ville ? Ça, je pense que dans un proche avenir, non. Mais c'est évidemment quelque chose qui nous occupe, faire en sorte qu'on consomme le moins possible pour produire. Et alors, sur le plan environnemental, l'un des autres débats, c'est celui des ressources. Par exemple, la Gigafactory AESC indique
que 97% de ces ressources premières viennent d'Asie. Alors ça c'est une autre gigafactory qui pardon. fournit Renault. Ouais. Exactement. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous? Sur les matières, en fait, c'est assez compliqué pour répondre. On va avoir 70%, on a 70% de nos matières pour fabriquer la batterie qui viennent d'Europe. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui ne vient pas d'Europe et qu'est-ce qui pose éventuellement problème? Le graphite qu'on utilise pour faire des anodes. Quasiment 100% de la capacité de raffinage de graphite est en Chine. Le lithium, manganèse, cobalt, qui est utilisé par notre fournisseur chimiste pour nous livrer, ils l'obtiennent de raffineries qui, elles aussi, sont assez largement, moins que le graphite, mais assez largement présentes en Chine. Donc, il est vrai que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a une dépendance qui est importante auprès de la Chine, plus sur les activités de transformation des matières premières que sur les matières premières elles-mêmes. Les matières premières elles-mêmes, on en trouve en Amérique du Sud, on en trouve en Indonésie, on en a en Chine aussi, on en a en France. Enfin, le lithium, on a le projet d'Imerys d'extraction du lithium dans l'Allier, on a de l'extraction du lithium du Rhin en Allemagne, et il y a aussi un projet. Bon, c'est plus sur l'activité de transformation qu'aujourd'hui, il y a une forte dépendance vis-à-vis de la Chine. Est-ce que ça peut évoluer? Bien sûr, ça peut évoluer, ça doit évoluer, parce qu'il y a effectivement une question de souveraineté et d'indépendance. Il y a un certain nombre de projets en Europe ou en proximité de l'Europe. Simplement, ça va prendre un peu de temps. Et alors, Aurélien Bigot, est-ce qu'il n'y a pas là, effectivement, l'une des limites de l'industrie de la voiture électrique? Disons que de manière générale, dans cette transition, il va falloir à la fois solliciter des leviers technologiques pour réussir à sortir du pétrole, notamment si on ne passe pas à l'électrique quelque part, on ne peut pas atteindre nos objectifs climatiques, mais il va falloir aussi solliciter des leviers de sobriété, donc revoir aussi les pratiques de mobilité, quel mode de transport on utilise, quel type de véhicule et aussi quelle capacité de batterie dans les véhicules, si jamais on veut avoir des véhicules qui sont moins impactants, notamment au niveau de la batterie, mais essayer de privilégier des véhicules qui ne sont pas trop gros avec une capacité de batterie assez raisonnable. Et c'est ça qui permettra aussi de limiter les besoins en ressources et donc à la fois les impacts environnementaux, les impacts sociaux qu'il peut y avoir aussi en lien avec l'extraction, l'approvisionnement de certains métaux ou encore les impacts géopolitiques et les enjeux de dépendance qui ont été évoqués. C'est aussi par ces leviers-là, il y a des leviers technologiques, mais aussi des leviers pour essayer de réduire ces consommations de ressources. Et donc ça, ce sont des transformations aussi plus larges qui se jouent aussi sur d'autres aspects de la mobilité, mais qui sont nécessaires aussi pour réussir à répondre aux différents enjeux. Oui, c'est une illusion de penser qu'on peut tout solutionner en passant tout le parc thermique en électrique. C'est ce que vous dites. C'est pas une solution magique, en tout cas. C'est une solution indispensable pour sortir du pétrole, mais parmi d'autres leviers qu'il faut solliciter aussi pour aller vers des mobilités plus durables. Ça résout pas tous les problèmes en lien avec la voiture ou avec notre mobilité largement dominée par la voiture aujourd'hui. Mais alors, quid du recyclage? Parce que ça, normalement, le recyclage, ça doit être aussi une solution pour tendre vers une économie plus circulaire sur le marché de la batterie, non? Absolument, et c'est d'autant plus nécessaire que le jour où on sera à 100% des véhicules immatriculés véhicules électriques, l'on aura de gros problèmes d'approvisionnement en matières premières, lithium, manganèse, cobalt. Et donc, le recyclage représente la nouvelle mine qu'il s'agira effectivement d'exploiter. Donc, au-delà des contraintes réglementaires, des contraintes techniques, etc. Donc, nous, on travaille d'ores et déjà avec un recycleur pour nos rebuts de fabrication. Orano cherche à développer des procédés de recyclage qui soient plus vertueux par hydrométallurgie. Donc voilà, donc c'est effectivement un enjeu important. Et je crois que vous avez près de 800 chercheurs sur Bordeaux qui travaillent sur toutes les questions de la batterie, peut-être pour améliorer le process aussi. C'est à partir de là que ACC est parti, c'est-à-dire que la première chose qu'on a créée, c'est notre centre de recherche et de développement, effectivement, dans la banlieue bordelaise, où on a à peu près 800 personnes qui travaillent notamment, effectivement, sur les améliorations de process et les améliorations du produit.
pour les batteries futures. Aurélien Armigaud, vous voulez réagir? Oui, c'est par rapport à certaines critiques qu'il y a de la voiture électrique qui en fait sont aussi valables pour la voiture thermique. Par exemple, la voiture électrique est souvent critiquée sous l'angle des batteries qui ne seraient pas recyclables. En fait, ça c'est largement une idée reçue. En tout cas, techniquement, on sait recycler une très grande partie de ces Quel métaux. Et en pourcentage effet, d'ailleurs aujourd'hui? il y a des réglementations européennes qui fixent par exemple à partir de fin 2027 qu'au moins 90% du nickel, du cobalt ou du cuivre soit recyclé pour les batteries de véhicules électriques en fin de vie. Ça monte même à 95% à fin 2031. C'est un peu moins pour le coup pour le lithium, ça va être 50% puis 80% dans un second temps. Mais on voit bien que ce sont des pourcentages qui sont très élevés. Et en fait, on passe même davantage à une économie circulaire avec le véhicule électrique qu'avec le véhicule thermique. Parce que sur les véhicules au pétrole, la ressource qui est la plus en tension, c'est le pétrole, qu'on utilise une seule fois, qu'on brûle et on n'en récupère rien d'intéressant. On en récupère des émissions de CO2 et de la pollution de l'air, mais il n'y a pas cette logique de circularité qu'on a davantage avec ces ressources nécessaires pour les batteries de véhicules électriques qui pourront être réutilisées. Et c'est un peu, on peut faire aussi le parallèle, on parlait de dépendance à l'étranger sur les ressources, et c'est en effet vrai sur la question des batteries de véhicules électriques, mais c'est vrai tout autant, voire plus, sur le pétrole qu'on importe à 99% en France. C'est un peu la même question sur le coût des véhicules. Certes, les véhicules électriques sont chers, mais c'est le cas aussi pour les véhicules thermiques qui ont aussi augmenté. C'est aussi une stratégie des constructeurs d'aller davantage vers du haut de gamme, etc. Donc il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'électrique qui en réalité sont pas forcément des éléments différenciants par rapport au thermique, et sur d'autres aspects, mais l'électrique en tout cas va vraiment dans le bon sens, notamment d'un point de vue climatique, pour réduire la pollution de l'air aussi en ville, la pollution sonore. Il y a aussi des avantages de ce type-là. Ça ne résout pas tout, mais ça va dans le bon sens. Alors on va rentrer un petit peu dans la chimie des batteries, parce qu'aujourd'hui la majorité des gigafactories de la région font des batteries qu'on appelle NMC, nickel, manganèse, cobalt, mais l'alliage LFP est vu comme moins cher. Est-ce que la région ne s'est pas trompée de technologie au démarrage, Yann Vincent? D'abord, c'est la même technologie. Okay. C'est une chimie différente. Bon. Et la conviction que nous avons et que les constructeurs ont est que les deux chimies coexisteront. C'est-à-dire que la chimie NMC permet une haute densité énergétique, donc toute chose égale par ailleurs, une grande autonomie. Elle est par contre plus chère que la chimie lithium-phosphate de fer, qui est moins dense énergétiquement, moins chère aussi. Les ordres de grandeur, moins 25% de densité énergétique, moins 25% de coût. Et donc ce que l'on pense, c'est que il y aura une part du marché qui continuera à demander de l'autonomie. Et il y a une autre part du marché qui sera prêt à faire des sacrifices sur l'autonomie pour avoir un coût qui soit moindre. Donc les deux chimies coexisteront, et donc je ne suis pas préoccupé par ce point-là. Et alors, sur le prix, parce qu'on sait que c'est l'un des freins importants pour les consommateurs, est-ce que c'est envisageable de baisser le prix des batteries, donc le prix des voitures électriques? Je dirais que non seulement c'est envisageable, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. On voit bien que c'est un des freins aujourd'hui. Alors, ça passe par la réduction du prix de la batterie elle-même, parce qu'effectivement, cette batterie, elle représente 40% du coût d'un véhicule. Bon, et donc, il y a des actions d'amélioration pour permettre une baisse du coût. Il y a aussi un point qui a été évoqué précédemment, c'est la taille des véhicules. C'est-à-dire que, et là, on rejoint le sujet de l'autonomie. Est-ce que l'on a besoin d'avoir de manière systématique plus de 500 km d'autonomie? Alors, un dernier mot à Aurélien Bigot, parce que là, c'est la fin de l'émission. Pour vous, voilà, s'il y a encore un défi à relever chez les constructeurs de batteries, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Là, vous avez Yann Vincent, je pense qu'il maîtrise beaucoup plus que moi les enjeux technologiques qu'il y a, et en effet, il y a des évolutions encore à faire de ce point de vue-là. Je pense que les gros enjeux qu'on a encore, c'est en effet la question qui vient d'être posée, de comment réussir à faire cette transition vers l'électrique, mais aussi vers la sobriété sur les véhicules et plus globalement dans notre mobilité. Juste un chiffre, on a 1,5% de nos déplacements qui sont à plus de 80 km du domicile en France. Donc ce sont des déplacements assez rares en fait, qui ont besoin d'autonomie vraiment importante. Donc si on revoit un peu plus globalement notre mobilité, on peut aussi avoir des véhicules électriques avec une moindre capacité de batterie, beaucoup plus abordables aussi,
permettre plus facilement de massifier le marché, et puis en ayant des impacts environnementaux aussi qui soient réduits. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Comme une planète, émission spéciale La Voix du Nord et RCF Hauts-de-France, consacrée à l'avenir de la vallée de la batterie dans les Hauts-de-France et au développement des véhicules électriques. Un grand merci à nos invités, Yann Vincent, directeur général de ACC, et Aurélien Bigot, chercheur indépendant sur les questions de transport et de transition énergétique. Et merci à vous, Raphaël Remande. Merci Anne. Oui, en conclusion, la voiture électrique n'est peut-être pas la solution parfaite, mais cette industrie verte en devenir paraît incontournable pour arriver aux objectifs de neutralité carbone, d'autant qu'aujourd'hui des efforts sont faits chez les Européens pour maîtriser cette technologie, et les consommateurs, on en a parlé, ont aussi un rôle à jouer dans le soutien de cette filière. Merci Raphaël. Alors votre émission Comme une planète est à retrouver dès maintenant en podcast sur rcf.fr, sur YouTube et dans les pages régions de La Voix du Nord. Rendez-vous le 13 mars prochain pour un nouveau débat La Voix du Nord RCF Hauts-de-France dans le cadre de Sérimania pour évoquer l'impact environnemental de l'industrie du cinéma et des séries.